La savane est-africaine est l'un des biotopes parmi les plus riches au monde. Elle accueille près de 2 millions de grands herbivores. Pour combler leur appétit, ces animaux trouvent des végétaux en abondance. Se nourrir semble donc facile. Mais il leur faut vivre sous la menace permanente des prédateurs. Les carnivores, eux, se situent au sommet de la chaîne alimentaire. Souvent présentés comme féroces et dominateurs, les prédateurs sont en fait dépendants de la présence de leur proie, ce qui les rend vulnérables. Alors, pour survivre dans la savane, lesquels sont les mieux adaptés? Les herbivores ou les carnivores? Les premières lueurs de l'aube relancent le cycle quotidien du vivant. C'est le moment où démarre la photosynthèse qui permet le développement des plantes qui, par la suite, nourriront les herbivores. C'est aussi le moment où beaucoup d'animaux sortent de leur torpeur nocturne. Ils vont brouter avant que le soleil n'assèche la rosée. Ainsi, après le froid et l'obscurité, chaque lever de soleil sur la savane semble célébrer le miracle de la vie. C'est d'ailleurs le matin qu'ont lieu les naissances chez les topis. Cette femelle s'apprête à mettre bas un unique petit après 8 mois de gestation. À peine né, le jeune topi est déjà capable de voir le monde qui l'entoure. En cet instant, l'antilope et le nouveau-né sont particulièrement vulnérables aux prédateurs. Tout doit donc aller très vite. Tandis que sa mère le débarrasse du placenta, son instinct lui dicte de se mettre debout. C'est une première victoire. Tremblant de froid, il aimerait se réfugier sous sa mère et téter. Mais elle s'écarte délibérément. Il doit d'abord être capable de courir pour fuir tout danger. Car pour défendre sa vie, le topi ne pourra compter que sur sa rapidité à la course. Alors il s'élance et qu'importe les chutes, il apprend. Et c'est ainsi que 15 minutes seulement après sa naissance, et sans avoir mangé quoi que ce soit, ce petit herbivore est déjà capable de galoper dans la savane. Il en va tout autrement pour les jeunes carnivores. Dans ce canyon, une lionne est venue s'isoler. Elle est suivie par 2 lionceaux de son clan, mais qui ne sont pas d'elle. Elle a caché ici ses 3 petits, nés il y a 1 mois. À leur naissance, ils pesaient un peu plus d'1 kilo
et leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Malgré leur âge, ils n'osent pas encore sortir de l'abri. Les futurs superprédateurs paraissent bien moins autonomes que les jeunes antilopes. Ils appréhendent le monde beaucoup plus lentement. Pourtant, eux aussi doivent prévenir le danger. Tant qu'ils ont moins de 2 mois, un lion mâle de leur clan pourrait vouloir les tuer s'ils ne sont pas de sa lignée. C'est pourquoi chaque lionne met bas dans une cache. Elle ne retourne dans son clan que 2 mois après, lorsque ses petits sont suffisamment dégourdis pour s'intégrer au groupe. En attendant, celle-ci protège sa portée, qui suscite bien de la curiosité. Pour le moment, les lionceaux se partagent les 4 mamelles de leur mère. Lorsqu'ils rejoindront le clan à l'âge de 2 mois, chaque lionne acceptera de les allaiter. Cette lionne a 2 petits âgés de 7 semaines. Elle les change de cache régulièrement pour éviter qu'ils soient repérés par des prédateurs. Pour les longs trajets ou les passages accidentés, elle doit encore les porter dans sa gueule à tour de rôle. Avec leurs longues jambes, les jeunes antilopes n'ont pas besoin de tant d'attention. Plus haut sur la colline, le petit Topi, né ce matin, doit maintenant reprendre des forces. Sa mère le guide pour sa première tétée. Les grands herbivores, comme le zèbre, ont généralement un unique petit à chaque portée. Celui-ci n'a donc pas besoin de s'imposer auprès de frères ou de sœurs pour atteindre les mamelles. Chez les carnivores, comme dans ce clan de hyènes tachetées, c'est tout le contraire. Les portées sont nombreuses. Comme il n'y a pas de saisonnalité des naissances, les petits de différents âges se côtoient et jouent ensemble. Cela les oblige à se défendre contre des cousins plus âgés et parfois agressifs. Ils apprennent aussi à tenir leur rang en fonction de la position hiérarchique de leur mère. Dès leur plus jeune âge, les hyènes doivent donc s'imposer, notamment pour téter. Car bien qu'elles soient pourvues de dents dès la naissance, les jeunes hyènes ne se nourrissent que de lait maternel durant leur première année. Celles qui parviennent à rester tétées plus longtemps se développent plus rapidement, tandis que les autres s'affaiblissent, parfois jusqu'à en mourir. Ainsi, la vie sociale très compétitive des hyènes ne leur offre que peu de moments de répit. Les lionceaux, eux, sont éduqués par toutes les lionnes une fois qu'ils ont été intégrés au groupe. La tribu ressemble alors à une nurserie où les différentes générations cohabitent en toute quiétude. Les lionceaux qui ne sont pas encore sevrés envient déjà leurs aînés qui dévorent la viande à pleines dents. L'instinct de la chasse est inné chez tous les carnivores. Et même si les lionceaux sont encore nourris, lorsqu'ils sont sevrés, les jeunes herbivores peuvent brouter autant qu'ils le souhaitent. Les carnivores, tels ces petits chacals à chabrac, restent plus longtemps dépendants de leurs parents.
Ils peuvent tenter d'avaler quelques petites proies comme des insectes ou des fruits. Mais ce n'est guère nourrissant. Le mieux est donc d'attendre patiemment le retour des adultes, en espérant qu'il ne leur arrive rien, auquel cas toute la portée serait condamnée. La mère des jeunes chacals a décidé de s'attaquer à une gazelle de Thompson. C'est une proie imposante pour elle. Mais cet individu est blessé et elle compte en tirer avantage. Sa technique de chasse consiste à harceler la gazelle jusqu'à l'épuiser. Les autres gazelles n'interviennent pas. La vie en troupeau permet de réduire statistiquement le danger pour chacune à titre individuel. Tant pis pour la malheureuse élue. Les petits chacals patientent près de la termitière qui leur sert de terrier. Pour leur mère, il serait trop dangereux de conduire les jeunes à la dépouille de la gazelle et trop lourd de la traîner jusqu'au terrier. Elle transporte donc la viande dans son estomac, ce qui est le meilleur moyen pour ne pas se la faire voler en chemin. Elle n'a plus ensuite qu'à régurgiter. Le père, qui a chassé de son côté, vient lui aussi compléter le repas des petits. Les couples de chacals restent unis à vie, afin de s'occuper ensemble de leurs nombreuses progénitures. Les léopards mènent eux une existence solitaire. Cette femelle est donc seule pour s'occuper de son unique petit pendant 12 à 15 mois. Lorsqu'elle inspecte son territoire ou part en chasse, elle le laisse caché dans les forêts parfois pendant 2 jours. N'ayant pas la vitesse à la course du guépard, elle préfère les milieux broussailleux pour mieux surprendre sa proie. Le lapin est destiné aux jeunes léopards. Cela peut paraître copieux par rapport à sa taille, mais les repas des carnivores dépendent du succès de leur partie de chasse. Il leur faut donc profiter de chaque occasion pour se nourrir au maximum. Cependant, les carnivores ont besoin de moins de nourriture que les herbivores, car la viande est plus protéinée que les végétaux et donc plus profitable en termes d'apport énergétique. Une fois le petit rassasié, sa mère peut profiter de la carcasse du lapin. Puisqu'ils passent moins de temps que les herbivores à se nourrir, les carnivores ont plus de temps pour se reposer. Ou, dans le cas des jeunes, pour dépenser l'énergie engrangée. Tous ces exercices physiques feront de ce jeune léopard un meilleur chasseur. Les lions aussi se reposent, près de 18 heures par jour.
les lionceaux ont tout loisir de s'entraîner au combat. Un exercice qui leur sera utile pour la chasse, mais aussi pour s'imposer un jour en tant que chef de clan. Le troisième grand félin de la savane, le guépard, est un solitaire non territorial. Contrairement au léopard, les femelles ont des portées de 3 à 6 petits. Les nourrir et les protéger demandent une attention de tous les instants. Les jeunes guépards sont souvent victimes d'autres prédateurs, notamment des hyènes. Ainsi, moins de la moitié d'une portée de guépardos survit jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'ils ne font pas la sieste, les petits félins sont toujours en mouvement. Jouer ensemble est le meilleur moyen de se muscler et d'apprendre à maîtriser leurs membres. Leur instinct de prédateur les pousse à tester leur pouvoir d'effarouchement sur un élan. Cette antilope pèse pourtant près de 100 fois leur poids. Ces félins sont très attachés aux marques d'affection. Les câlins jouent un rôle essentiel dans leurs liens sociaux. Les jeunes herbivores, tels ces coqs de Fassa, ont eux aussi besoin de se défouler, et même de combattre. Leurs joutes servent d'entraînement pour leur future conquête d'un harem. Plus les individus sont âgés, plus ces combats peuvent devenir sérieux, voire violents. Près des lacs et des rivières, la savane devient verdoyante. C'est un lieu de rassemblement pour les troupeaux d'herbivores qui viennent se désaltérer. Notamment pour le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant. Ce pachyderme a besoin de boire près de 200 litres d'eau par jour. Il s'aventure fréquemment dans l'eau, où il peut dénicher des joncs et des roseaux. Ces plantes, particulièrement riches en fibres, lui conviennent bien. Comme beaucoup d'herbivores, les éléphants aiment varier leur nourriture. Ils se déplacent souvent, parfois de quelques mètres seulement, pour goûter différentes plantes. Ils évitent ainsi de dévorer entièrement un arbuste et le laissent donc en vie. Les carnivores n'ont évidemment pas cette aptitude. Lorsqu'ils déracinent des herbes ou arrachent des branchages, les éléphants les secouent violemment pour en évacuer la poussière, les insectes et les feuilles mortes. Un éléphant à la trompe arrachée, comme cela arrive parfois après une attaque de lion, ne peut plus se nourrir, n'ayant pas la dentition conçue pour brouter directement au sol. Les jeunes éléphants mettent du temps avant de maîtriser et coordonner les 100 000 muscles de leur trompe. Heureusement, ils n'en auront pas vraiment besoin durant les 3 premiers mois de leur vie, où ils ne font que téter. Ensuite, ils imitent les adultes et apprennent à arracher l'herbe d'un mouvement circulaire. Mais ils continuent à téter durant leurs 2 premières années
pour satisfaire leurs besoins en calcium et en matière grasse. Les éléphants dorment peu et passent jusqu'à 16 heures par jour à se nourrir. Il leur faut bien tout ce temps pour engranger 150 kg de végétaux quotidiennement. Surtout, ils choisissent toujours les meilleures feuilles, même les plus hautes perchées. Les girafes aussi sont capables de cueillir des feuilles à 5 mètres de hauteur, et donc d'atteindre des branchages laissés intacts par les antilopes. Cela limite la concurrence alimentaire entre herbivores, surtout dans les zones les plus arides. Elles choisissent les feuillages les plus nutritifs, butinant d'arbre en arbre. Ayant besoin d'une trentaine de kilos de végétaux par jour, elles passent une très grande partie de la journée à se nourrir. Le reste du temps, elles se reposent en ruminant. Ce procédé digestif, propre à certains herbivores, nécessite de remastiquer les aliments précédemment avalés. Des poches stomacales dédiées permettent une meilleure fermentation des végétaux et favorisent l'absorption des nutriments. Cela améliore le rendement énergétique des plantes pauvres. Les bovidés, tels les élans, les buffles et toutes les antilopes, ruminent également. Ils avalent rapidement de la nourriture qu'ils mastiqueront plus tard à l'abri. Ces herbivores peuvent donc mieux surveiller leur environnement et se prémunir d'une attaque de prédateurs. Pour repérer une menace, les mammifères herbivores peuvent compter sur leur sens aiguisé. Leurs oreilles sont surdéveloppées et pivotantes, afin de localiser précisément les sons. Leurs yeux sont situés de part et d'autre du crâne, afin de leur procurer un très large champ de vision. À l'inverse, les yeux des félins sont placés frontalement, pour mieux évaluer les distances grâce à une vision en 3 dimensions. En vivant en troupeau, les gazelles de Thomson multiplient leurs chances de repérer un prédateur. Elles ne le quittent alors plus des yeux et affichent leur vigilance en lui faisant face ostensiblement. Conscient que tout effet de surprise est désormais impossible, le guépard renonce à son attaque. Il ne peut se permettre de gaspiller ses forces dans une course-poursuite inutile. En effet, les carnivores sont dépendants de leur aptitude physique à la chasse ainsi que de leur instinct. Car ils doivent évaluer le rapport entre le gain calorique de leur proie et l'énergie dépensée à la chasser. C'est ce que les biologistes appellent la stratégie optimale de la recherche de nourriture. Un prédateur connaissant mal les capacités de ses proies aura le plus grand mal à se nourrir. Se nourrir est-il alors plus facile pour les herbivores? Effectivement, lors des 2 saisons humides annuelles de l'Afrique de l'Est, les antilopes trouvent de l'herbe verte en abondance. Ces cobs de buffon n'ont qu'à se baisser pour brouter des graminées gorgées de sève. Mais en saison sèche, tout se complique. L'herbe jaunit et ne fournit plus suffisamment de nutriments. Les espèces qui ne mangent que des graminées n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Heureusement, les herbivores peuvent sentir qu'au-delà de l'horizon, les pluies ont commencé à tomber et que la savane y est redevenue verte. Alors les animaux se rassemblent et se mettent en route pour un long périple. C'est la grande migration annuelle, le symbole le plus spectaculaire de l'Afrique sauvage. Près de 1,5 million de gnous et de zèbres
entament un périple de plusieurs semaines. Ils forment de gigantesques colonnes, gravissent les collines et traversent les grandes plaines. C'est un voyage périlleux, au cours duquel près de 10% des gnous perdront la vie, car le parcours de 400 km est semé d'obstacles. Les grandes rivières présentent un risque de noyade. Sans parler des crocodiles du Nil, longs de 4 mètres et pesant une demi-tonne, qui se tiennent en embuscade. Face à l'épreuve, les gnous hésitent. Ils peuvent rester quelques jours à s'agglutiner sur la berge jusqu'à ce qu'un individu, un peu plus audacieux ou plus affamé que les autres, décide de s'engager dans l'eau. Le reste du troupeau le suit, partageant ainsi les risques face aux reptiles. Les plus faibles n'échappent pas à la noyade ou aux mâchoires des crocodiles. L'herbivore nourrit le carnivore. Cette loi peut sembler injuste, mais elle est implacable. Heureusement, l'immense majorité du troupeau a pu traverser indemne. Mais à quelques dizaines de kilomètres, une autre rivière les attend et ce sera une nouvelle épreuve. Naturellement, un tel carnage attire d'autres prédateurs, et pas seulement les charognards, qui apprécient les proies facilement gagnées. Pour ce lion qui chasse peu souvent par lui-même, cette carcasse de gnou mérite d'être disputée à ce crocodile apathique. Les espèces de prédateurs qui vivent en tribus familiales, comme les lions ou les hyènes, partagent généralement le fruit de leur chasse avec leur clan. Mais ce matin, ce lion interdit à l'une de ses femelles de consommer le butin commun. Malgré sa soumission, rien n'y fait. La voilà contrainte de subir le supplice de Tantale. Peut-être a-t-elle refusé ses avances. Ainsi, chez certains carnivores, le partage ou non de la nourriture commune peut être contrôlé par un membre dominant. Les herbivores ne subissent pas cette menace éventuelle. Lorsque la faim est trop forte, la lionne n'attend pas la nuit pour chasser. Saisi à la gorge, le gnou est vite étouffé. Dans son malheur, il a au moins eu la chance de tomber sur un prédateur sachant tuer rapidement. La lionne doit encore extraire du canyon les 150 kilos de sa proie. L'effort est important mais rentable,
car il y aura de quoi nourrir toute la famille. N'étant pas affamé, le mâle dominant laisse le reste du clan profiter du gnou. Le goût de la viande excite les appétits et chacun se bat pour les meilleurs morceaux. Heureusement, les liens familiaux qui unissent le clan empêchent la situation de dégénérer. Le lion décide finalement de se joindre au festin. Son arrivée ne suscite pas d'opposition. Un autre mâle du clan s'est approché de la troupe. Mais sa présence ne plaît guère aux dominants. Ce rappel de la hiérarchie entre mâles lui signifie qu'il pourra manger aussi, mais lorsque le chef aura fini. Les repas communs des carnivores constituent un vrai moment de lien social. Ainsi, même les prédateurs de nature solitaire, comme les guépards, choisissent parfois de vivre ensemble. Ce phénomène se produit généralement chez les mâles issus d'une même portée. Cela leur donne un avantage indéniable à la chasse. Bien sûr, il leur faudra partager leur proie. Mais ce n'est pas gênant, car ils ne s'attaquent qu'aux animaux de taille conséquente, comme les gazelles ou les jeunes antilopes. Ces 4 frères ont repéré un troupeau de gnous. Ils se répartissent tacitement les rôles. 2 font diversion à l'avant du troupeau, un autre s'avance à l'arrière, tandis que le dernier poursuivra le gnou le plus vulnérable. Dans l'herbe rase, les guépards n'ont rien pour se dissimuler. Ils comptent sur leur vitesse à la course pour attraper leur proie. L'étau s'est refermé sur un gnou. Mais les guépards n'ont même pas le temps d'achever leur proie. Les hyènes ont aperçu la course-poursuite et elles savent que les guépards n'osent pas défendre leur butin. Car la moindre blessure que subiraient les félins pourrait les empêcher de courir à leur vitesse de pointe et donc de chasser. Les hyènes profitent ainsi de viande fraîche. À l'inverse, les guépards vont devoir se reposer quelques heures avant d'être capables d'entreprendre une nouvelle tentative de chasse. Les prédateurs ont tendance à se nourrir rapidement et avec voracité, car ils ne sont jamais sûrs de profiter de leur proie longtemps. Malgré l'ordre hiérarchique instauré dans leur meute, les hyènes se battent entre elles pour accéder à la nourriture. Elles doivent aussi repousser les individus d'autres clans. C'est donc avec fébrilité qu'elles s'empressent de dévorer tout ce qu'elles peuvent. Jusqu'à ce que l'arrivée d'un lion sonne le glas de leur repas. Ces hyènes ne sont pas assez nombreuses pour affronter le félin. Dans le cas contraire, elles auraient pu le harceler jusqu'à le décourager, voire le tuer. Ce lion peut donc savourer son repas tranquillement. Tous les carnivores ne sont pas uniquement dépendants de leur aptitude à la chasse. Les hyènes se contentent souvent de charognes, tout comme le chacal. Néanmoins, ce butin aussi doit être préservé des pillards. Malheureusement, on observe depuis quelques années un phénomène inquiétant.
Avec la raréfaction des lions, le nombre de charognes disponibles quotidiennement a diminué. Pour ne plus dépendre de ces carcasses, les hyènes chassent plus souvent par elles-mêmes. Et comme elles sont ainsi mieux nourries, leur population s'est accrue. Désormais en surnombre dans certains endroits, elles constituent un danger pour les autres prédateurs par la concurrence alimentaire féroce qu'elles leur mènent. Car tout animal en état de faiblesse suscite leur convoitise. Comme ce gnou qui a eu la mauvaise idée de se réfugier dans une rivière. Il est blessé et l'odeur du sang est irrésistible. Il espère pourtant leur échapper en restant dans l'eau. Face à l'agressivité des prédateurs, le combat tourne court. Le gnou est éventré. Malheureusement pour lui, les hyènes n'ont pas acquis l'habitude de tuer leur proie avant de la dévorer. L'équilibre de la nature nécessite que les herbivores soient plus nombreux que les carnivores. Chez certaines espèces d'antilopes, comme le coq de Buffon, les femelles sont surreprésentées. Cela permet aux mâles les plus performants de réunir un large harem et d'engendrer une importante progéniture. Les choses ne sont pas simples pour autant, car même en chaleur, la femelle n'est pas toujours disposée à se laisser saillir. Le mâle doit prendre son mal en patience. Chez les carnivores, même le lion est logé à la même enseigne. La lionne doit d'abord être séduite. Le mâle dominant du clan ne peut rien faire tant que la femelle n'est pas d'accord. Dans certains cas plutôt rares, c'est la femelle qui est demandeuse. Les choses alors vont plus vite, un léopard mâle ne se faisant jamais supplier longtemps. Les accouplements de félins se terminent souvent de façon agressive. Mais ils ont lieu toutes les 20 minutes environ, pendant une journée ou deux. Cela est nécessaire pour déclencher l'ovulation de la femelle. Lorsque le soleil se couche sur la savane, les carnivores et les herbivores sont toujours là. Ils se sont défiés toute la journée et le feront encore cette nuit, et puis demain. Car la nature tire son équilibre de ce face-à-face permanent. Ce n'est pas la loi du plus fort, mais celle du plus habile à s'adapter. Ainsi, ce topi connaît parfaitement la distance de sécurité qui le protège des guépards. Il peut aller les braver. En cet instant, c'est lui le dominant. Finalement, tous les herbivores ne sont pas si vulnérables. Ils ont leur nombre pour eux. Et même s'ils vivent sous une menace constante, les meilleurs d'entre eux apprennent à survivre dès leur plus jeune âge. De leur côté, les carnivores peuvent paraître coriaces, mais leur existence est loin d'être facile.
Leur territoire naturel continue à être grignoté par la pression humaine. Ils ne dominent qu'en apparence grâce à leur panache. Qui oserait encore parler de « roi de la savane » alors que la moitié des lions a disparu ces 25 dernières années et que l'espèce paraît plus vulnérable que jamais? Quelle dignité, quelle liberté reste-t-il à ces félins que l'imagerie populaire idole pourtant? Cette jeune génération de lionceaux semble bien insouciante. C'est pourtant d'elle que dépend désormais l'équilibre naturel de la grande faune d'Afrique.